Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, on parle de ce qu'on a coutume d'appeler le 9e art, la BD. Je reçois Théo Grosjean qui publie chez Delcourt L'homme le plus flippé du monde, une série de petits épisodes de 2 pages qui prennent tous pour pivot l'anxiété généralisée dont souffre leur auteur. D'abord publiées sur Instagram où je les ai découvertes, ces scénettes de la vie quotidienne sont toutes réunies dans cet album papier et s'accompagnent de 20 histoires exclusives que Théo ne publiera jamais sur les réseaux sociaux. Entre l'impression de n'avoir rien à dire d'intéressant en société, la hantise de la mort ou encore les petites angoisses de tous les jours, Théo Grosjean parle de lui pour nous parler de nous. Et en ça, L'homme le plus flippé du monde résonne comme une BD assez universelle, pleine d'humour et de sensibilité. Et avec Théo Grosjean, on parle de ce que représente l'anxiété généralisée au quotidien, de la manière dont il travaille les couleurs, le texte, ou encore de la BD sur Instagram, format singulier qui donne toute son essence à cet album. Bonne écoute. Bonjour Théo. Bonjour. Alors ces différentes histoires que tu nous racontes dans cette BD, L'homme le plus flippé du monde, elles ont pour point commun de nous raconter tes angoisses. Alors il y a l'angoisse d'aller à une soirée où tu connais personne, il y a l'angoisse de prendre un rendez-vous par téléphone, il y a l'angoisse de l'amour aussi. À quel point t'en rajoutes pour en faire une vraie histoire de BD qui tienne? En fait, honnêtement, j'en rajoute pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est assez proche de... Après, en fait, je pense que l'effet très, très, entre guillemets, flippé de la BD, c'est surtout dû au fait que je choisis de représenter particulièrement les moments où je suis anxieux. Donc il y a pas, enfin dans ma vie, des fois je suis bien aussi. Donc voilà, c'est des moments. Voilà, c'est des moments qui sont choisis pour coller au thème un peu de la série. Mais en fait, ce qui se passe dans les BD est assez représentatif de ces instants-là. Après, évidemment, je rajoute des éléments, on va dire, pour rendre le truc un peu plus visuel, par exemple. Donc voilà, comme c'est du cartoon, il y a toujours un peu de... Mais par contre, il y a des anecdotes qui sont vraiment, pas toutes, mais il y en a, la plupart sont assez proches de la réalité. C'est souvent vraiment basé sur des anecdotes vécues. Réelles. Il y a une vraie proximité donc entre ces épisodes, disons, et ta vie quotidienne. Est-ce que c'est la seule... Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration ou pas du tout? Oui, après je m'inspire de tout ce qui s'est fait en fait en BD autobiographique depuis des années même. J'aime bien en fait tout ce qui se fait en autobio. J'aime bien en général. Enfin, je suis assez j'aime beaucoup l'autobio en BD. Je trouve que ça fonctionne très bien en fait. Est-ce que tu as des noms? Évidemment Persepolis. C'est vraiment mon gros premier choc autobio. Okay. En BD. Après, même en remontant plus loin, c'est des choses que j'ai découvert plus récemment, mais par exemple, Shigeru Mizuki, c'est un dessinateur japonais qui a fait une BD autobiographique qui s'appelle La vie de Mizuki, je crois, c'est ça. Okay. Et c'est une BD qui est assez incroyable parce que justement, c'est de l'autobio. Là, ça se passe du coup. Je sais plus dans quelle année ça se passe, mais je crois que c'est les années. Ça raconte son enfance, donc ça parle il me semble, de la Seconde Guerre mondiale, si je me trompe pas, et du point de vue d'un japonais du coup. Et c'est vraiment, c'est assez passionnant en fait. Et du coup, voilà, c'est vrai que en fait, c'est une tradition dans la BD qui est assez ancienne et je m'inscris vraiment totalement là-dedans. Il n'y a pas d'originalité si ce n'est le format en fait Instagram. Alors, l'anxiété généralisée dont tu souffres, en réalité, ça tient à quoi? Est-ce que ça tient à vivre des situations de la vie courante de manière un peu excessive, en bref? C'est ça le... Ouais, c'est ça en fait. Ouais. En fait, c'est quelque chose. En fait, aussi, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de très anxieux, mais la BD, le but, c'était pas de parler vraiment que de moi. C'est plus en fait de faire un espèce de petit dictionnaire de toutes les petites anxiétés. Et en fait, le but, c'était quand même de faire en sorte que les gens se retrouvent un peu dedans. Pas forcément dans toutes les histoires, mais il y a toujours un moment où les gens devraient pouvoir se retrouver, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins anxieux. Après, c'est vrai que
Moi, du coup, je suis je pense être particulièrement anxieux. Après, je sais pas. Enfin, on sait jamais en fait vraiment parce on est en soi-même, donc on sait pas trop. On n'est pas. Mais t'as peut-être dû avoir des retours marquants, j'imagine, de gens qui se reconnaissent typiquement en toi. Ouais, bah en fait, en fait, ça a été assez entre guillemets, fulgurant parce que comme j'ai utilisé Instagram pour diffuser la bande dessinée, Ouais. j'ai eu des retours très vite et j'en ai toujours en fait aujourd'hui et ça marche bien. Et en fait, les gens se reconnaissent. Il y a toujours une partie des gens qui se reconnaissent, bon, des fois plus ou moins en fait dans certaines histoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'ils se reconnaissent pas toujours dans les histoires, ils sont quand même, ils commencent à être attachés entre guillemets à, je pense, l'univers et le personnage, et du coup, je peux aussi prendre plus de liberté et moins être simplement dans des posts purement relatable avec vraiment des histoires qui essaient de coller à un quotidien, etc. Où je peux vraiment raconter des trucs plus personnels. Et les gens sont assez ouverts à ça en fait. Mais justement, le fait que ça a été posté exclusivement il y a 20 hors-série, disons, dans la BD livre, mais dans l'absolu, c'est tout ce que tu as fait sur Instagram. Et donc ça a joué un rôle énorme, évidemment, ce réseau social. Mais on sait aussi, c'est le réseau de l'instantanéité. Et quels ont été les ingrédients pour rendre ces histoires adaptées au format? Parce que déjà, je sais pas, tu peux poster que 10 photos ou quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il y a une bonne structure? En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, Instagram, vu qu'il y a cette limite des 10 slides, ouais. des 10 images à swiper, en fait, ça donne déjà un format à la bande dessinée. C'est forcément carré, c'est en 10 cases. Donc moi, j'utilise une case pour faire la présentation, donc 9 cases d'histoire. Et en fait, du coup, c'est déjà en fait, moi, je trouve que dans la bande dessinée, je pense que la plupart des auteurs sont des gens qui sont déjà essayés à la bande dessinée, en tout cas, seront d'accord avec ça. C'est que plus le format est restreint, plus c'est favorable à l'idée, en fait, parce que si on a trop de possibilités différentes, c'est assez difficile de trouver quelque chose, quoi. Ouais, on peut plus facilement se perdre. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, en fait, le fait d'avoir ce format-là, moi, ça m'arrange vachement. En plus, c'est pratique parce que vu que c'est que des formats carrés, j'ai pas besoin de réfléchir vraiment à la composition. Enfin, je réfléchis beaucoup moins à la composition des plans, des images, parce que c'est souvent assez simple. En fait, ça rend, ça fait qu'on va vraiment à l'essentiel, et c'est vraiment juste l'histoire qui compte. Il faut être le plus simple, le plus direct possible, et ça, c'est un exercice assez intéressant dans bande dessinée. Et l'idée de cette série, elle est venue d'un épisode dans le train, c'est ça ? Oui, exactement, ouais. En fait, oui, à la base, j'avais fait une crise d'angoisse dans le train. Donc c'est la première histoire que je raconte en croyant dans l'histoire être assis à côté d'un terroriste à l'époque de post-attentat. Vraiment, on était en plein dedans. Et en fait, pas du tout, évidemment, c'était quelqu'un de tout à fait sympathique. C'était d'ailleurs. Quelqu'un. Oui, c'était quelqu'un, en fait. Ça aurait pu, d'ailleurs, en fait, ce qui est marrant, c'est que ça aurait pu être, peut-être moi, j'ai déjà suscité la même peur envers quelqu'un. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et du coup, voilà, j'avais fait cette crise d'angoisse. Et en fait, c'est une crise d'angoisse qui m'a particulièrement marqué parce que ça m'a vraiment fait rire dans le sens où j'ai trouvé la situation dans l'état extrêmement dramatique dans lequel je me suis mis en très peu de temps, et aussi, surtout, par l'absurdité par rapport à la réalité, en fait, était assez marquante, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est toujours drôle. Enfin, c'est souvent drôle, en fait, l'anxiété. Alors, dépersonnalisation, déréalisation, c'est deux termes sur lesquels je me suis davantage renseigné grâce à toi et à cette BD. D'accord. Est-ce que tu peux très brièvement nous expliquer ce que c'est ? Parce que j'imagine que si moi je maîtrisais pas trop les contours de ces notions, il y en a d'autres. Ouais, alors ça, c'est deux termes, c'est on va dire une sous-catégorie de l'anxiété qui est assez, c'est une espèce de niche de l'anxiété, mais c'est un truc qui est assez, moi c'est ce que je vis le plus mal, enfin c'est ce que j'ai vécu le plus mal parce que je l'ai de moins en moins aujourd'hui, mais en gros c'est souvent quand on est dans un état plongé dans un état d'anxiété constant. Souvent moi me concernant, c'était au début de ma période un peu anxieuse la plus forte, où en fait l'anxiété est telle que en fait on a un espèce de décalage avec la réalité, et en fait j'explique dans un des épisodes qu'en fait c'est un peu comme si on redécouvrait toute la réalité,
mais sous un angle, enfin comme si tout était nouveau et qu'en fait plus rien n'est logique en fait. Donc c'est un peu difficile à expliquer. En fait, c'est une sensation qui est vraiment, qui est très intime, mais et je pense que chacun la vit un peu différemment. Mais en tout cas, il y a toujours ce sentiment de décalage avec la réalité. On a l'impression qu'on n'est plus dans le réel en fait, et ça peut durer des mois. Moi, dans mon cas, ça a duré des mois. Ah oui. Et après, il y a des moments où c'est plus ou moins, par exemple, quand je suis concentré sur quelque chose, ça s'atténue, mais la sensation peut être diffuse pendant plusieurs mois. Et donc, c'est très très difficile à vivre parce que c'est quelque chose où, en fait, il n'y a pas de solution, quoi. C'est juste, faut attendre que ça passe. De revenir. Voilà, c'est ça, de revenir sur Terre, en fait. C'est assez bizarre, ouais. Alors parfois dans la BD, tu relates des épisodes de ton enfance pour nous éclairer sur tes angoisses d'adulte un peu. Alors sans vouloir être trop intrusif, bien au contraire d'ailleurs, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui se travaille, qui s'améliore l'angoisse ou pas avec le temps ? Oui, je pense vraiment. Après, par contre, souvent, je sais qu'il y a souvent des gens qui m'envoient des messages en me demandant, déjà ça me met toujours un peu mal à l'aise quand on me demande des conseils, parce que moi en fait je raconte mon expérience, mais je suis pas un psy et j'ai pas les compétences pour. J'essaye. L'idée, c'est quand même que la BD soit un soutien aussi pour les gens qui ressentent de l'anxiété, mais en même temps, moi, je suis pas. Voilà, j'ai pas de compétences pour aider à ce niveau-là. Mais par contre, moi, dans mon expérience personnelle, c'est vrai que j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux maintenant, et notamment grâce à la BD, en fait. Ça a vraiment été une catharsis pour moi. Et puis en général, en fait, le fait de, en fait, pour moi, vraiment le premier truc qui fait tout changer, c'est d'avoir un dialogue avec quelqu'un qui ressent aussi de l'anxiété. Pour moi, ça a été un ami dont je suis resté très proche, qui ressent aussi beaucoup d'anxiété au quotidien. Et du coup, voilà, on a eu des grandes discussions à ce sujet, et ça m'a vraiment, en fait, le simple fait déjà d'être compris et de pouvoir avoir un dialogue sans passer pour quelqu'un qui essaie de s'inventer des problèmes, quoi. C'est déjà super, et du coup c'est un peu l'idée que j'avais avec la BD, c'était en fait de créer un dialogue, mais pas, dans le sens où voilà, je montre ce que je vis, et peut-être ça fera un écho dans la vie des gens, et peut-être ça peut leur faire du bien potentiellement. Et à contrario, on peut aussi se dire que c'est tout ce que tu détestes, parce qu'il y a un succès potentiel, il y a l'attention qui est portée sur toi, il y a tu vois, il y a beaucoup de choses qui entrent un peu en contradiction avec tout ça. Et comment tu le vis, ça ? Plus ou moins bien, c'est-à-dire que je le vis bien dans le sens où c'est quand même super, parce que justement en fait ça concentre mon anxiété sur un élément particulier qui est un peu mon rapport au réseau. Après voilà, ça reste, quand on est auteur, c'est pas comme quand on est une star de cinéma ou quoi, c'est beaucoup plus on reste quand même assez distant par rapport aux médias, etc. Parce que les médias s'intéressent en général un peu moins à la BD qu'au cinéma, etc. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté stressant. C'est surtout la partie gestion des réseaux qui peut être un peu angoissante quand on est anxieux, parce que c'est une source de stress permanente, parce qu'on du coup on a toujours peur de... Moi personnellement, maintenant, en fait, ça crée une espèce d'addiction, les réseaux, et surtout aux statistiques, etc. Et puis au bout d'un moment, ça peut devenir très anxiogène, parce que tout simplement on a peur de perdre son public, perdre ses statistiques, etc. Ça devient un outil également, quoi, les stats. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un peu stressant, mais en même temps ça me concentre ça me concentre sur quelque chose, et du coup il y a aussi une partie de mon anxiété qui s'est calmée, en fait, grâce à ça, je pense. Donc, voilà, c'est un peu des deux. Alors tu disais que les médias s'intéressaient peu à la BD, sauf un peu cette année, puisque visiblement 2020 est l'année de la BD. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent s'y mettre mais qui savent pas trop par où commencer ? Est-ce que tu conseillerais de lire des BD, je veux dire, se concentrer sur, je sais pas, un type d'histoire, un dessin, sur des grands noms, sur des classiques, tout simplement ? C'est un peu difficile pour moi de donner un truc vraiment à suivre, parce que je pense pour moi il faut vraiment que ça vienne de l'envie. Donc je pense qu'il y a des personnes qui vont plus par exemple, moi j'ai commencé par la BD franco-belge, parce que c'est ce qu'il y avait chez moi, tout simplement. Donc c'était Tintin, Astérix et tout ça, donc vraiment l'entrée classique dans la BD. Mais
ma vraie passion pour la BD, elle s'est vraiment mise en place quand j'ai commencé à lire du manga. Donc, je lisais des shonen très classiques, Dragon Ball, One Piece, Naruto, tout ça. Mais après, ça, voilà. En fait, je suis parti. Je pense qu'il faut. Moi, personnellement, je suis parti du très grand public, et maintenant, de plus en plus, je vais chercher des trucs un peu plus entre guillemets pointus. Après, ça va pas dire grand chose. Ton regard s'affine, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de direction. Il faut juste. Par exemple, ce que je connais pas du tout, quasiment pas, c'est le comics, où je m'intéresse pas trop pour l'instant aux comics. Et encore que je commence à m'y intéresser un peu. Mais par exemple, il y a plein de gens qui sont vraiment des gros fans de comics, et ça peut être aussi une entrée. Enfin, en fait, tout peut. Je pense qu'il n'y a pas de règle, en fait. Il faut juste essayer de trouver un truc qui nous plaît, quoi. Comment tu travailles ? Est-ce que tu as quel type d'outils tu as ? Alors, du coup, moi, je travaille sur tablette. Ok. Donc, je sais pas si je vais peut-être pas donner la marque, mais je sais pas si. Si vraiment tu juges que c'est. Non, c'est une tablette. C'est une tablette où je dessine comme ça, simplement au stylet, sans. C'est pas une Cintiq, donc c'est pas le. Parce qu'en fait, il y a deux types de tablettes. Il y a les tablettes vraiment indépendantes, comme iPad, etc. Ouais. Et les tablettes. Vraiment pour le dessin, et moi j'utilise vraiment une tablette, pour moi c'est un iPad, et c'est assez pratique parce que du coup c'est très on peut un peu se balader partout avec, voilà, et j'attache peu d'importance à la façon de faire. Pour moi c'est vraiment le résultat qui compte, donc c'est pas, pour moi c'est pas un truc, pour moi c'est le pratique qui est vraiment important, quoi. Ok. La BD, elle est exclusivement basée sur le noir et le orange. À quel moment tu t'es penché sur ces couleurs ? Et le blanc ? Du coup, il n'y a pas trop de raisons, si ce n'est qu'en fait, la couleur, c'est une couleur que j'aime bien, tout simplement, c'est une espèce d'orangé un peu entre le jaune et l'orangé. Ouais. J'aime bien cette couleur, je trouve qu'elle. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle attire l'œil, et en même temps, elle est à la fois un peu joyeuse, entre guillemets, et en même temps, il y a quelque chose d'un peu anxiogène avec le jaune. C'est parce que c'est un peu c'est une couleur qui est un peu alarmante, je sais pas comment dire. Donc je trouve que ça collait bien avec le thème, parce que je voulais pas que ça soit un truc glauque, mais en même temps que ça soit quand même un peu alarmant. Voilà, c'est un peu comme un truc, ça se voit tout de suite, en fait. Voilà, c'était tout simplement pour ça. Après, le noir et blanc, moi je suis vraiment, je m'inscris, on va dire, dans un peu la ligne claire dans la bande dessinée. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais arriver à faire, parce que je trouve que le ligne claire, en gros, c'est tout ce qui découle de Tintin, quoi. Et je trouve que c'est une façon de dessiner qui est vraiment, c'est presque de la symbolique, quoi. C'est-à-dire, c'est très clair, on voit tout de suite où veut en venir le dessinateur. Et je trouve que c'est vachement pratique pour raconter des histoires, et ça parle vraiment tout de suite, en fait, visuellement. En parlant de ça, ton personnage, ton alter ego, il est souvent représenté avec des gouttes de sueur, avec le corps qui tremble. Il y a aussi les mains dans les poches, souvent, même sur la couverture. Il manque quoi pour avoir la parfaite panoplie de l'angoissé ? Pas grand chose, je pense. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est des trucs qui sont vachement visuellement en bande dessinée, ça fonctionne bien. Alors que par exemple, si je me filmais, ça serait plus difficile de retranscrire ça. Enfin, si je me mettais à trembler, ça serait un peu too much. Ouais, ce serait presque une crise d'épilepsie, quoi. Voilà. Alors que dans la BD ça passe, parce qu'en fait c'est caricatural, à la base la BD c'est un peu caricatural, donc en fait ça peut l'être en tout cas. Du coup en fait ça fonctionne bien, je trouve, en fait avec simplement une petite variation de traits comme ça, on peut tout de suite suggérer l'anxiété. Et après tout ce qui est intéressant aussi, ce qui manque, on va dire, si on prend juste ces éléments là, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Et en fait, je le représente aussi dans la BD sous forme souvent de dialogue avec soit des personnages qui sont des métaphores par exemple, l'angoisse, par exemple, soit parfois c'est par exemple des espèces de, ça c'est un truc un peu classique qu'on voit souvent. Par exemple, il y a eu un film de Pixar, là, Vice Versa, qui a repris un peu cette idée avec les émotions tout ça fonctionne toujours bien. C'est un truc assez, entre guillemets, classique, de représenter un peu le cerveau comme une espèce de salle de réunion avec et ça fonctionne toujours, en fait. Donc des fois je l'utilise,
Mais en fait, je me donne pas de format particulier, c'est-à-dire que si ça colle avec l'histoire, je vais faire ça, mais si c'est un truc, parfois c'est vraiment plus proche de la réalité dans le sens où je vais vraiment être juste dans le dialogue, évoquer des émotions. Et parfois, si c'est nécessaire, je vais vraiment utiliser des métaphores, voilà, des personnages. Et l'écriture est manuscrite. Est-ce que tu t'es entraîné à adopter ce type d'écriture ou pas du tout? Non, pour le coup, en fait, je m'entraîne au fur et à mesure, je m'améliore un peu à écrire à la main, mais au début, je trouve mon écriture pas terrible. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai réécrit et redessiné pour le livre qui est sorti. Qui est sorti. J'ai réécrit en fait une grosse partie des dialogues à la main parce que j'ai trouvé ok. au début, j'avais vraiment fait ça vite fait. Après, là, je travaille encore mon écriture et je suis pas encore convaincu à 100% Mais c'est quoi du coup l'enjeu? Bah, l'enjeu, c'est d'avoir une écriture. Bah, en fait, si je suis assez content parce que ça donne un côté justement très écrit. C'est vraiment l'idée. Je voulais que ça ressemble un peu à un carnet un journal de bord. Après, je vois trop les défauts parce que je suis assez maniaque, donc je me dis ah là c'est pas bien régulier, etc. Puis bon, c'est toi qui l'as fait. Donc... Mais en fait non, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait justement il y a vraiment ce côté journal, presque un journal intime entre guillemets, que j'aime bien en fait. Donc au final c'est pas mal. Est-ce que tu as des projets en ce moment? Oui, alors du coup j'ai un projet. En fait, je fais en ce moment une bande dessinée. Enfin, j'écris une bande dessinée pour le journal de Spirou qui va raconter la vie d'un enfant anxieux. Tiens, quel étrange sujet. Pour un peu sa vie au collège. En fait, c'est plus ou moins inspiré aussi de mes années collège, mais par contre, j'ai pris beaucoup plus de liberté que dans la série pour que ça soit un peu plus, pour que ça soit un peu différent de l'homme le plus fait du monde. Et du coup, voilà, ça sera publié dans le journal de Spirou. Et sinon, à partir de quand? Le premier épisode va sortir en septembre à la rentrée, là, dans le journal de la rentrée de Spirou. Et sinon, j'ai terminé une bande dessinée qui va sortir par contre en 2021. Elle a été reportée à cause du Covid, etc. Et c'est en fait, c'est un projet. Je pense qu'il faut voir Enfin, j'en parle pas trop en avance parce que c'est un format assez particulier. Mais voilà, c'est une BD intimiste qui a vraiment pour le coup rien à voir avec le buffet du monde. Suspense. Voilà, petit suspense. Et petite dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as des coups de cœur culturels à nous partager? Ben du coup ouais, là en ce moment un des derniers gros coups de cœur que j'ai eu, alors c'est pas du tout un truc récent, mais il y a une réédition en ce moment chez Delcourt des albums de cette collection. C'est tous les albums d'Osamu Tezuka. Donc c'est un mangaka très très important et vraiment culte, on va dire même dans la BD en général, pas seulement dans le manga. Et particulièrement la BD Ayako, qui est un espèce de gros pavé. C'est un espèce de thriller qui se passe dans un Japon un peu ancien. Enfin, je sais pas exactement, ça doit être dans les années 70, je pense. Je sais pas. Ok. Et en tout cas, la BD a été publiée dans les années 70. Alors après, je sais pas à quelle époque ça se passe exactement. Non, c'est peut-être avant en fait. Je sais plus. Et en fait, voilà, c'est vraiment un récit qui est impressionnant parce que c'est haletant du début à la fin. Et surtout pour l'époque, pour un truc qui est sorti dans les années 70, c'est vraiment en avance sur son temps, je trouve. Et ouais, ça se lit super bien en fait. Et tous les livres de Osamu Tezuka sont vraiment en fait hyper bien écrits et c'est hyper moderne en fait, tout simplement. Ça se lit très bien. Très bien. Ça s'appelle L'homme le plus flippé du monde par Théo Grosjean et ça vient de sortir chez Delcourt. Merci Théo. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment très vite avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée. En attendant, j'espère que l'entretien avec Théo Grosjean vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.